Alors, donc pour cette conférence débat, ma présentation, ce que je vais essayer de faire ce soir, c'est d'essayer d'un petit peu débrouiller le cadre juridique que l'on a, un cadre juridique contraignant que l'on a en Europe pour la protection des lanceurs d'alerte, dans le but d'essayer de poser les fondations pour le débat qu'on aura tout à l'heure avec nos 4 intervenants experts, en identifiant déjà les difficultés les plus importantes qui se posent lors de la rédaction d'une loi compréhensive et exhaustive pour la protection des lanceurs d'alerte. L'importance des canaux de révélation. Alors l'importance des canaux de révélation, c'est là encore une problématique qui est très importante. Pourquoi ? Parce que si on revient à l'origine même de pourquoi on a un lanceur d'alerte, c'est parce que le lanceur d'alerte, il va vouloir... Le but, c'est que l'agissement qui est contraire à l'intérêt général prenne fin. Donc le canal d'alerte, il faut que ces canaux d'alerte soient efficaces et qu'ils puissent traiter l'alerte de manière effective pour que le lanceur d'alerte ait fait donc ce qu'il voulait faire, à savoir révéler quelque chose qui lui paraissait contraire à l'intérêt général et que ça s'arrête. Ensuite, c'est très important d'avoir des canaux de révélation en place et effectifs, parce que la motivation des lanceurs d'alerte avant de se lancer, si j'ose dire, c'est de dire je vais pouvoir mettre fin à ce comportement. Or, s'il n'y a aucun canal de révélation qui est disponible, ça va être, ces gens-là vont rester dans l'ombre et le comportement va perdurer et continuer de nourrir ce système d'impunité et de dysfonctionnement systématisé. Alors, la recommandation explique qu'il y a donc 3 voies de révélation. Il y a d'abord la voie interne, donc dans l'entreprise. Il y a la voie externe, donc recueillie par une autorité indépendante désignée, et la révélation publique aux médias.
Et la recommandation précise également, c'est le cas aussi des travaux de l'Assemblée parlementaire, que ces 3 voies de révélation, c'est vraiment la garantie démocratique du processus de lancement d'alerte. Il faut faire la différence entre simplement faire fuiter une information dans la presse et révéler un comportement qui nous semble contraire à l'intérêt général. Et c'est vraiment cette gradation, cet échelonnement qui va donner vraiment la possibilité de concilier intérêt général et exigences démocratiques contradictoires, et de permettre par le même temps un traitement efficace de l'alerte. Donc certes, cette hiérarchisation est importante pour préserver le caractère démocratique d'une alerte, mais comment hiérarchiser ces 3 canaux? Et c'est là qu'il y a une divergence entre la théorie, entre ce que voudrait la théorie et ce que nous donne la pratique. En théorie, évidemment, le mécanisme interne, et c'est ce qui est préconisé par la recommandation du Conseil de l'Europe, par la Convention européenne de droits de l'homme et la Cour, qu'un employé qui souhaite divulguer des informations doit d'abord s'adresser à ses supérieurs ou à une autorité compétente. Et il n'est en principe autorisé à divulguer à un second niveau, soit au public, soit à une autorité externe, que si ce premier mécanisme de révélation interne était impraticable, objectivement impraticable, et qu'il avait des bonnes raisons de penser que sa protection ne serait absolument pas effective. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de lois, c'est notamment le cas du Luxembourg, qui ne prévoient soit qu'un canal d'alerte, soit elles en prévoient 3, mais comme l'Allemagne, le passage à la révélation interne, donc en premier lieu dans l'entreprise, est obligatoire pour accéder éventuellement à une protection, ou la France, qui est dans le même cas. Alors, le problème, c'est qu'évidemment, pour que ce mécanisme en interne soit efficace, il va falloir qu'il soit absolument accompagné de garanties procédurales qui vont permettre qu'une fois que la révélation est réceptionnée par une personne qui est indépendante dans l'entreprise, on va avoir les moyens d'enquêter, de faire une enquête indépendante qui va préserver la confidentialité et qui va de l'identité donc du lanceur d'alerte et qui va permettre de traiter cette alerte tout en tenant le lanceur d'alerte au courant de ce qui se passe dans l'avancement de son dossier. Donc ça, le problème, c'est qu'il y a peu de lois qui mettent ça en place, et c'est d'autant plus problématique que le lanceur d'alerte se retrouve souvent avec des lois qui mentionnent ces 3 canaux, mais de façon éparse, sans donner de manière précise une procédure à suivre claire pour le lanceur d'alerte. Donc il n'y a pas d'indications qui vont permettre de savoir quelle situation, la situation dans laquelle on est, quel va être le moyen de révélation le plus approprié, le plus sûr et le plus efficace. Voilà, il y a quand même, je voulais préciser que la Cour européenne de justice réserve quand même, sans les préciser, des hypothèses qui sont assez larges où la révélation pourrait se faire directement au public, en précisant que la situation individuelle de chaque cas pourra déterminer la voie la plus appropriée. C'est une avancée, mais maintenant ce qui reste à faire vraiment, c'est au sein des législations de prévoir ces 3 canaux, d'expliquer la portée de chacun et surtout si mécanisme interne il y a, de prévoir les garanties procédurales qui correspondent, comme on l'a dit tout à l'heure, à une obligation positive des États, de mettre en œuvre ces garanties procédurales pour que ce mécanisme ne soit pas dangereux pour le lanceur d'alerte, pour que le lanceur d'alerte ne croit pas à tort qu'il peut révéler de manière sûre et qu'il se retrouve piégé, entre guillemets, dans un mécanisme qui ne lui apporte aucune sécurité parce qu'il manque d'indépendance. Ce qui est très important aussi comme notion maintenant et qui concerne la définition du lanceur d'alerte, c'est la bonne foi. Alors la bonne foi, c'est un critère qui fait débat parce que on considère que normalement, dans la protection du lanceur d'alerte, il n'y a pas d'élément subjectif. Comme je le disais tout à l'heure, si on en revient à la base de l'utilité de l'alerte, c'est vraiment il faut mettre fin à ce comportement. Et donc, dès lors qu'une personne va venir révéler un comportement qui est contraire à l'intérêt général, il n'est pas important de savoir si cette personne le fait
dans une optique altruiste ou non. Il n'y a pas de critères subjectifs normalement à prendre en compte. Et pourtant cette bonne foi, elle fait partie de encore beaucoup de législations avec une charge de la preuve qui est parfois très lourde pour les lanceurs d'alerte pour arriver à prouver que non, que oui, ils sont de bonne foi, et donc des facilités pour l'employeur de prouver que la révélation a été faite de bonne foi en se basant sur des petits conflits qui ont pu avoir lieu dans les rapports hiérarchiques. Je précise que le test, donc cette bonne foi, elle existe dans certaines législations, mais de manière différente. Dans certaines législations, comme la loi PIDA, donc il y a une volonté de non plus utiliser la bonne foi comme un mécanisme qui va définir la protection du lanceur d'alerte ou non, mais on l'a fait glisser vers l'indemnisation du lanceur d'alerte, ce qui signifie que si le lanceur d'alerte était effectivement de mauvaise foi, il verra son indemnisation contre les mesures de rétorsion qui ont été prises à son encontre, qui vont être réduites de 25%. Et là, le très bon élève pour la bonne foi, c'est l'Irlande, qui, elle, a pris le parti complètement de dire que la motivation qui a servi à faire la révélation n'a aucune incidence sur la protection ou non du lanceur d'alerte. Et ça va même, cette notion de bonne foi vient même jusqu'à protéger le lanceur d'alerte dans certains cas, le cas où la révélation qui avait été faite et qui, dans la croyance du lanceur d'alerte, était contraire à l'intérêt général, si on se rend compte qu'en fait cette révélation n'était pas contraire à l'intérêt général et qu'il n'y avait aucun dommage qui avait été créé, alors ça n'aura pas d'incidence sur la protection du lanceur d'alerte, parce qu'il était de bonne foi et qu'il pensait, lui, vraiment, il avait la croyance que cet acte était contraire à l'intérêt général et qu'il avait donc le devoir de révéler ça. Donc, dans la recommandation, la bonne foi, il est précisé que la bonne foi doit être présumée et que la personne ne devrait pas être dépourvue de sa protection au seul motif qu'elle a commis une erreur d'appréciation des faits ou que la menace perçue pour l'intérêt général ne s'est pas matérialisée. C'est ce que je disais, donc protection même du lanceur d'alerte par la bonne foi. Et il y a une notion qui commence à prendre le devant et qui est très importante, et c'est la notion qui est préconisée par la recommandation comme celle qui devrait remplacer la bonne foi dans les législations futures à l'initiative des États membres, c'est la croyance raisonnable qui viendrait remplacer la notion de bonne foi et qui est plus facile, qui ne veut quand même pas dire la même chose, c'est vraiment la croyance de l'apparence, une croyance raisonnable. On avait tous les éléments pour penser que cet agissement était un intérêt général. Et alors, petite touche négative en revanche pour la Cour européenne qui, elle, depuis l'arrêt Guja contre Moldovie, est constante. Elle garde la bonne foi, c'est un critère, la bonne foi qu'elle va utiliser pour le test de matérialité, pour déterminer si l'interférence avec la liberté d'expression était légale ou non. Elle garde ce critère de bonne foi. C'est critiqué notamment par la recommandation et on espère que ça va changer, mais ça n'empêche pas que les États ont un bon outil dans la recommandation et beaucoup d'expériences relatées par les organisations internationales, les ONG, notamment Transparency International, pour montrer comme ce critère de bonne foi peut être très dangereux, très néfaste pour protection du lanceur d'alerte. Et ensuite, donc, deux derniers éléments pour ces critères pour la protection des lanceurs d'alerte. Il faut aussi, au-delà de ces critères-là, de définition lanceur d'alerte extensive, la mise en place d'un environnement qui serait favorable à la révélation. Et ça, qu'est-ce que ça veut dire ? Je pense qu'on le verra un peu plus tard dans le débat, mais ça passe par l'accompagnement dont le lanceur d'alerte pourrait bénéficier avant de passer à la révélation, avec éventuellement un conseil juridique, aussi via la société civile, une sensibilisation au fait qu'il a des moyens pour être protégé et qu'il a le droit de révéler. Donc un accompagnement qui pourra aider le lanceur d'alerte à lever les obstacles juridiques à sa prise de parole. Ensuite, donc, deuxième élément important pour la mise en place de cet environnement favorable, ce serait la confidentialité, à différencier de l'anonymat, car l'anonymat sous-entend qu'à aucun moment l'identité du lanceur d'alerte ne pourra être révélée, pose des difficultés en termes d'enquête. Il est difficile de mener une enquête très effective si vraiment l'identité n'est absolument pas connue. Mais en revanche, la confidentialité, c'est un élément clé qui doit être présente à tous les stades de la révélation et qui doit être précisé dans la loi, et surtout pour lesquels on doit donner des moyens effectifs qui soient techniques et aussi de volonté politique.
Et ensuite, donc, dernier élément, c'est la protection contre les mesures de rétorsion. C'est une mesure qui est très importante parce que dans la majorité des cas de non-révélation, la cause est soit donc de ne pas avoir d'impact, mais aussi peur de faire l'objet de représailles. Et ces représailles, il y a tout un panel de représailles qui sont possibles. Il peut y avoir des représailles de sanctions disciplinaires, des sanctions pénales, via des procès pour diffamation, des sanctions civiles, comme des dommages et intérêts pour atteinte à la réputation. Et le membre Gréco du Conseil de l'Europe ainsi que le G20 ont vraiment pris la parole, ainsi que la recommandation pour le Conseil de l'Europe, pour assurer aux lanceurs d'alerte la protection la plus large possible contre ces mesures, et pas seulement une protection qui prendrait la forme d'une réinstallation dans leur emploi. Ça devrait aussi prendre la forme de mesures provisoires qui permettraient de protéger le lanceur d'alerte, de mesures provisoires de le réinstaller à son emploi aussi pendant l'enquête. C'est vraiment, ça c'est très très important, et c'est quelque chose qui manque souvent dans les législations. Et cette approche, elle peut être aussi très renforcée par la responsabilisation de l'employeur. Ça, dans le cadre d'une culture de la transparence au sein des entreprises, si les employeurs savent qu'ils sont sujets évidemment à des problèmes, pas forcément des procédures judiciaires, mais s'ils sont sujets à être contraire, en tout cas à voir la réputation de leur entreprise mise à mal parce qu'ils ont empêché la révélation de certains actes, c'est quelque chose qui risque de pousser énormément au niveau de la gouvernance d'entreprise pour cultiver vraiment quelque chose qui irait contre le secret et favoriser le cadre des lanceurs d'alerte pour leur révélation. Voilà, j'ai déjà dépassé le temps qui m'était imparti et je pense qu'on pourra discuter plus longuement dans le débat. Je vous remercie de votre attention.